On va vraiment poser les questions assez vite parce que Sébastien doit terminer à tout prix pour 21h. Et voilà. Sébastien, j'ai accepté ta demande. Ah, voilà, accepté. Il arrive, hein, il est là pour 2 secondes. Hop, c'est bon. Voilà. Bonjour Sébastien. Bonjour, je ne sais pas si tu m'entends. Regardez-moi, je vais ramener un beau gosse aux yeux bleus. Je suis trop gentil avec vous, mesdames. Je suis trop gentil. Il y a quelqu'un qui dit quel est le sujet du soir. Le sujet du soir, c'est la construction de maisons individuelles avec Sébastien. Donc Sébastien, présente-toi. Alors moi, c'est Sébastien. Pour ceux qui me suivent déjà, donc moi, je suis constructeur de maisons individuelles. Ça va bientôt faire 10 ans. Donc j'ai travaillé dans 2 sociétés. Une qui s'appelait Geoxia, qui était assez connue, qui était c'était le groupe Geoxia, Maison Phoenix et Maison Familiale. Et maintenant, là, je travaille chez Coffee Gym. Donc le constructeur s'appelle Maison Sésame. Voilà. Maison Sésame, ok. Geoxia, ils n'ont pas fermé? Comment? Ils n'ont pas fait faillite, Geoxia? Ou c'est Maison Phoenix qui a fait faillite? Non, c'est Geoxia, hein. C'est Geoxia, même Maison Familiale. C'est le groupe. Ah, tout le groupe a fait faillite? C'est le groupe, pour le moment, c'est le groupe, et oui. Alors après, là, c'est en train justement d'être acheté. Maison Familiale est peut-être sur le point d'être acheté. Bon, après, ça reste des on-dit. Mais pour le moment, oui, c'est le groupe. C'est le groupe qui est en train de... C'est des maisons d'assez bonne qualité. Hein. Oui. J'ai fait ce métier-là pendant quelques années, 2 ans. C'est vrai? Ok. Oui, je connais. J'ai passé ma vie à faire des R1. Je ne sais pas si tu connais. Mais je connais très bien. J'allais pas faire le live tout seul, ça allait faire un peu égocentrique, donc j'avais besoin d'un constructeur. Sinon, si je m'auto-pose les questions, bon, je sais que je m'aime bien, mais pas à ce point-là quand même. Donc, Sébastien est un constructeur. J'ai plein de questions à te poser, Sébastien. On commence tout de suite parce que tu m'as dit 21h, tu regardes le match. Hein. Non, mais après, j'ai rigolé. Hein, donc si on fait sur des bords, il n'y a pas de souci. Alors, y a-t-il des coûts cachés qu'on oublie lors de la construction? Là, parce que les gens pensent souvent que quand on fait construire une maison, c'est une maison, un terrain. Je sais que c'est pas ça. Est-ce que tu peux leur expliquer les coûts qu'il y a à prévoir en plus? Alors, les coûts qu'il y a à prévoir, c'est ce qu'on appelle des frais annexes. En soi, comment on chiffre une maison? Il y a le terrain, les frais annexes qui sont de 8% sur la maison et ensuite les frais annexes. Les frais annexes, c'est quoi? J'ai pris un tableau, ça va aller plus vite. Parfait. Ça ne te dérange pas en soi? Non, ça ne me dérange pas du tout, c'est super même. Ok, je ne sais pas si vous voyez. En soi, comment on chiffre des frais annexes? Je vais vous expliquer. C'est tout bête. Vous allez avoir un terrain. Donc, on va partir sur une chose basique, rectangulaire. Vous allez avoir une maison, hop, qui est située ici. Voilà, là, vous avez une maison. Donc, imaginons ici la rue. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir ce qu'on appelle la viabilisation. La viabilisation, c'est le branchement public, c'est-à-dire c'est ce qui vient de la rue à l'entrée du terrain. Donc, ça, en moyenne, ça coûte 10 000 €. Voilà, c'est ce que le constructeur... Il y a quoi dans la viabilisation? Alors, dans la viabilisation, c'est les branchements publics qui partent de la rue à l'entrée du terrain. Il va y avoir le tout à l'égout pour les eaux usées. Il va y avoir l'électricité. Il va y avoir l'eau et le PTT. Et le gaz, bien évidemment, si vous souhaitez le gaz. Voilà. Donc ça, c'est pour la viabilisation. Donc, c'est le branchement public qui arrive jusqu'à l'entrée du terrain. Et là, ils vont vous mettre vos petits coffrets et vos petits tampons, vos égouts, etc. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne? Parce que même si je le sais, c'est par exemple l'eau, c'est avec un concessionnaire, EED. Exactement. Exactement. C'est ça. Alors, en soi, comment ça fonctionne? Il va durer très longtemps le live du coup. Voilà, mais c'est pas grave. On rentre dans les détails. Mais pour que les gens comprennent bien, c'est quoi faire construire une maison? Le PTT, c'est le téléphone. Ouais, le PTT, c'est le télécom, exactement. Donc en fait, c'est tout bête. Quand vous faites construire, vous devez faire viabiliser votre terrain. Alors des fois, les terrains sont déjà viabilisés, comme dans un lotissement, par exemple. La viabilisation, en fait, c'est simple. Vous devez faire appel aux concessionnaires de la commune. Donc chaque commune a ses propres concessionnaires. Par exemple, alors l'électricité, on retrouve souvent Enedis. L'eau, ça peut être Suez, Veolia ou d'autres. Le tout à l'égout, pareil. Il y a tellement de concessionnaires, donc chaque commune a ses propres concessionnaires. En soi, c'est simple. Comment ça se passe? Vous faites une demande, souvent maintenant ça se fait en ligne, ça se fait par internet et plus par téléphone. Donc vous faites une demande en ligne, vous demandez bien évidemment le permis de construire, les plans, le plan cadastral, le plan d'implantation, différents documents que vous devez faire valider justement par ce concessionnaire. Ensuite, il vous donne rendez-vous avec un technicien sur place, devant le terrain, pour placer justement le coffret électrique ou le tampon d'eau au bon endroit, là où vous le souhaitez. Et par la suite, 10-15 jours après, il vous envoie un devis. Et là, le devis, vous devez verser un acompte et ensuite vous payez après les 50 derniers pourcents quand les travaux sont faits. D'accord. On finit les coûts annexes. Voilà. Donc,
première chose, donc étape numéro 1, c'est la viabilisation. C'est le branchement public qui vient de la rue à l'entrée du terrain. Une fois que ça c'est fait, vous avez... Excuse-moi, je suis un peu chiant. Est-ce que tu peux te décaler? Voilà, là on est bon. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Donc ça, il faut compter en moyenne 10 000 euros. La viable, hop, la viable c'est en moyenne 10 000 euros. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les raccordements privés. Donc les raccordements privés, c'est de l'entrée du terrain cette fois-ci jusqu'à la maison. Donc là, par contre, les coûts peuvent être différents. Pourquoi? Plus la maison est loin, plus les raccordements sont chers. Donc moi, souvent, quand je l'explique aux clients, je me base sur un forfait en moyenne de 10 mètres linéaires, c'est-à-dire du début de la rue jusqu'à la maison. Après, ça peut être 20, 30, 35, 60, et bien évidemment, les coûts peuvent vite monter. Donc les raccordements privés, c'est quoi? C'est les raccordements de toute la viabilisation jusqu'à la maison. Donc ça, c'est effectué en tranches. C'est des tranchées, tout simplement, qui doivent être à plus de 50 cm du terrain naturel et qui sont branchées de la viabilisation jusqu'à la maison. Plus de 50 cm du terrain naturel, c'est la profondeur dont tu parles. Exactement, c'est ça. Exactement. Et dans les raccordements, vous avez ce qu'on appelle un puisard. Un puisard, c'est un égout qui est creusé au fond de votre jardin pour différencier les eaux de pluie des eaux usées. Ça, c'est une obligation pour les toutes nouvelles constructions. Ça fait un moment maintenant. Voilà. Donc, c'est un puits de perte. Attention. Donc là, en fait, tu viens d'appuyer aussi les frais de notaire sur le terrain. Parce que même s'il n'y a pas de frais de notaire sur la maison, il y a des frais de notaire sur le terrain. Quand vous achetez exactement. Il y a des frais. Ouais, exactement. Je pense que là, on a répondu à la question sur les frais annexes. Hein. Voilà. Alors, après, il y a encore différents frais annexes. Il va y avoir ce qu'on appelle l'accès chantier. L'accès chantier, on fait un accès chantier toujours pour éviter que le camion s'enlise sur le terrain. Il peut y avoir plein d'autres frais annexes. Hein. Par exemple, il peut y avoir des arbres à la future implantation de la maison. Ça aussi, il faut le retirer. Donc, il y a vraiment chaque terrain a ses propres caractéristiques. Et il y a aussi les contraintes du PLU. Les contraintes du PLU, comme ça, bien évidemment, ça c'est pour l'implantation. Après, oui, tout à fait. Une ville peut vous demander de mettre un certain crépi. Une ville peut vous demander de mettre une certaine tuile. Et les bâtiments de France, par exemple. Et je vous le dis, oui, c'est vrai. Et puis je vous le dis tout de suite, une ville augmente toujours le devis. Elle ne fait jamais baisser le devis. Hein. C'est rare que la ville ne vous demande pas de la tuile H14 qui est la moins chère. Ça, c'est sûr, on est d'accord. Malheureusement. Alors, quels sont les critères pour sélectionner un bon constructeur? Alors, les critères, pour moi, en soi, qui est un critère très important, sincèrement, c'est la confiance. La confiance avec le commercial. Pour moi, c'est un point vraiment important. Alors, peut-être pas pour tout le monde. Après, ça dépend du budget de chacun aussi. Il y a des constructeurs, il y a des gammes de constructeurs, tout simplement. Moi, dans mon groupe, il y a différentes gammes. Est-ce que tu peux nous donner un constructeur low cost, un constructeur moyen de gamme et un constructeur haut de gamme, s'il te plaît? Alors, low cost, à l'époque, je t'aurais dit Maison Phoenix. Aujourd'hui, je vais te dire Maison LOL, par exemple. Moi, je te parle c'est pour Maison LOL que j'ai travaillé pendant des années. Ouais, mais pour moi, Maison LOL aujourd'hui. Alors après, ils ne font pas de la mauvaise maison, hein, mais c'est vraiment voilà du. Non, moi, j'ai travaillé pour Maison LOL. Je vais en parler. Par contre, c'était une très bonne expérience. Des amis qui travaillent ici. Mais c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget. C'est pour les gens qui n'ont pas. Si vous avez 800 000 euros de budget, vous n'appelez pas Maison LOL. C'est sûr. Il y a un autre, dans le groupe, il y a un autre constructeur qui est pour le haut de gamme. Moi, j'ai travaillé pour Maison LOL, mais c'est des très bonnes maisons. Je te laisse continuer. Oui, c'est des très bonnes maisons. Donc, le cost, j'aurais dit Maison LOL et Maison Pierre dans cette gamme-là. Ensuite, en milieu de gamme, j'aurais mis France Confort, Maison de Sésame. Et après, c'est vraiment... J'ai beaucoup aimé France Confort. Comment? France Confort, je les trouvais très très bons à l'époque. Ouais, très bons. Ils sont encore très bons. Après, au niveau de la com, ils sont un peu moins présents, mais ils sont quand même très bons. Et après, vraiment en haut de gamme, donc là, il y a différents. Il peut y avoir Maison Lelièvre, par exemple. Il peut y avoir, après, nous, on a un constructeur qui est dans le groupe qui s'appelle Archivim. Là, par contre, c'est des projets qui atteignent le million. Donc, Berval aussi, qui est un très bon constructeur. Berval, qui est très bien, qui est un peu l'équivalent de Maison Lelièvre en soi. Non, voilà, ils sont souvent en concurrence. Alors, parfait. Est-ce que les délais de livraison des maisons sont impactés par la guerre en Ukraine? Alors oui, la guerre en Ukraine a bon dos. Hein. Oui, non, mais malheureusement. C'est une excuse. La guerre en Ukraine, franchement, bientôt, il y aura une grève des transports. Ils vont dire ça à cause de la guerre en Ukraine. C'est exactement ça. Alors oui, il y a des... Pourquoi je ne saurais pas te répondre, mais oui, il y a des... En tout cas, les délais sont un petit peu repoussés. En moyenne, moi, j'ai annoncé à mes clients sur une construction aux alentours de 7-8 mois de construction en moyenne. Et là, aujourd'hui, on est plus entre 10 et 12 mois. Aujourd'hui, quand je prends mon terrain, j'ai choisi mon terrain, je signe chez le notaire, ça me prend combien de temps pour être livré?
pour être livré. Alors, à partir du moment où tu signes une promesse de vente, on va partir de là, à partir du moment où tu signes une promesse de vente, normalement, tu as signé un CCMI, un contrat de construction maison individuelle dans la foulée. Il faut compter, allez, je vais voir un peu plus là, 5-6 mois de délai d'administration, gestion, pour avoir le permis, le prêt et pour signer chez le notaire. Et ensuite, tu comptes à peu près 10-12 mois de construction. Voilà. Ouais, bah voilà, Donc, en gros, si vous mettez, allez, même en N, normalement, on va être sur 15-16 mois. Maintenant, il y a des clients qui peuvent être sur 20 mois, 21 mois, et d'autres où ça peut aller beaucoup plus vite. Là, j'ai un client qui a eu son permis en même pas 3 semaines. Donc, Dans quelle ville? Dans quelle ville? Parce que c'est les villes qui décident. alors, c'est dans le 60. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Andeville. Andeville? Oui. C'est en allant vers Méru. Exactement. Mais je l'ai fait ce métier. Mais il connaît. Non, mais déjà, je pense que je suis arrivé dans l'immobilier le jour où j'ai fait ma première story. Ouais, Andeville, je connais. Bah, là-bas, il y avait des lotissements à Méru, Andeville, tout ça. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement. C'est ça. Très bien. L'évolution du prix au mètre carré sur les 5 dernières années, dans le sens où le prix d'une construction aujourd'hui, il est à peu près à combien? Il était à combien il y a quelques temps? Et puis surtout, on va parler après de la RE 2020. D'accord. Alors, au niveau des prix au mètre carré, je vais vous donner une base, une moyenne, parce que tout dépend. On peut avoir un 100 mètres carrés qui peut être à 2200 € le mètre carré et un 100 mètres carrés qui peut être à 1300. Tout dépend des prestations de l'architecture que vous allez mettre. Mais sur une maison de base, on est passé, là aujourd'hui, on doit être aux alentours des 1700 €. Et déjà, il y a. Franchement, c'est monté. Quand je travaillais, c'était monté. Et il y a un an, j'étais aux alentours de 1002. Et à l'époque, quand moi, par exemple, j'étais chez Joxa, ça m'est déjà arrivé de faire des maisons en dessous les 1000 €. Moi, je faisais du 1200 € le mètre pour des maisons bien faites. Aujourd'hui, tu dis c'est 1700. Ouais, la moyenne. Alors là, aujourd'hui, je peux même encore arriver aux alentours des 1400. Et pourtant, dis-toi, Maison de Sam, on est vraiment très, très bien placé sur le marché. Vraiment, c'est impressionnant. Et là, en moyenne, ouais, j'ai regardé encore dernièrement, on est aux alentours de 1600, 1700. Alors, est-ce que il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est rentable de faire construire aujourd'hui vu le prix des matériaux? Alors, ouais, pour moi, bien sûr. Bien, Karim. Comment? Vas-y, non, c'est parce que Karim me demandait si ça allait, je vais le faire un pouce, mais vas-y. Ok. Pour moi, bien sûr, c'est rentable. C'est comme dans l'ancien, le marché immobilier aussi a monté. Il y aura toujours des affaires à faire. Ça, il ne faut pas avoir une crainte ou une peur sur ça. Il y aura toujours des affaires. Maintenant, c'est plus compliqué, surtout aujourd'hui. Je pense que tu en as déjà parlé, mais avec les banques, on rencontre des complications. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on a un taux d'usure en France qui est bas et mes lives sont tous enregistrés. Et on a un taux d'usure qui est bas. Et en ce moment, il y a des gens qui passent au-dessus du taux d'usure, donc les prêts ne sont pas acceptés. Et le gouvernement, pour lui, ce n'est pas une priorité. Et ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de ça pas avant le mois d'octobre. Donc, il y a des gens qui ont plus de difficultés à avoir leur crédit pour le moment. Mais d'ici octobre, ça va se régler. Donc, ça ne vous empêche pas d'avoir un projet de construction de maison. Hein. Moi, je pensais les trucs hausse de taux, tout ça. L'immobilier, il a traversé des siècles. C'est pas aujourd'hui. Ça continuera. C'est bon. Une hausse de taux, tout le monde panique. Calmez-vous, pas de problème, mec. Donc, voilà. Alors, explique-nous, qu'est-ce que la RE 2020? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, il entend parler de la RE 2020, il ne sait pas ce que c'est. Explique-lui. La RE 2020, alors avant décembre, on était en RT 2012. Donc la RE et la RT, c'est une réglementation thermique d'isolation et de consommation d'énergie. Pour faire plus clair et plus simple, quand vous achetez une machine à laver ou un sèche-linge, il y a toujours une classe énergétique A, B, C, D, E. C'est pareil dans une maison. Là, par exemple, les maisons neuves, c'est une classe énergétique A. Donc le constructeur se doit aujourd'hui d'avoir les dernières normes, donc c'est-à-dire la RE 2020, qui implique des nouvelles réglementations thermiques d'isolation et de consommation d'énergie. Maintenant, vous arrivez, parce que moi à l'époque, ils n'y arrivaient pas, maintenant les maisons, vous arrivez à les faire en A? Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Vous mettez le parfum, vous mettez une énorme isolation? Alors c'est compliqué de te répondre parce que chaque constructeur va avoir son propre procédé. Dis-nous chez toi, c'est toi qui fais. Mais par exemple, oui, de base, en fait, vous allez avoir le parpaing, vous allez avoir l'isolation. Et derrière le BA13, ce qui est important, en fait, il y a plein de points qui rentrent en compte. Il va y avoir l'emplacement de la maison par rapport à l'ensoleillement, le pourcentage de surface vitrée. Aujourd'hui, il y a un minimum à avoir et il y a un maximum à ne pas dépasser. Donc, il y a toutes ces choses-là qui vont faire qu'en fait, la maison va être conforme à la RE 2020. Je vais juste faire
un petit point sur ça. La RE2020, ce n'est pas le constructeur qui la donne, c'est une entreprise extérieure au constructeur, tout le temps. Donc, c'est eux, nous, tout simplement, constructeurs, on va envoyer les plans à une entreprise qui va nous valider si la maison est bien conforme à la RE2020 ou pas. D'accord. Est-ce que vous souffrez à l'heure actuelle d'un manque de matériaux? Alors, encore une fois, la guerre à Bondo, mais oui, il y avait sur la menuiserie, effectivement, c'est pour ça, d'où les délais, ça a pris du retard, ouais, effectivement. Donc maintenant, c'est l'anticipation, tout simplement. Question d'organisation aussi, mais oui, c'était surtout sur la menuiserie. Il y a des gens qui me disent qu'ils font construire loin de chez eux et qui peut surveiller leur construction pour eux. Alors, déjà, pas moi. Mais comment ça se passe? Par exemple, je fais construire une maison à 300, 400 bornes de chez moi. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des clients qui vivent loin? Alors, je sais que nous, ça, on ne le fait pas. On a un périmètre. Donc, c'est pour ça, comme ça, les clients peuvent suivre leur chantier où nous, on est là, où il y a un conducteur de travaux. C'est pour ça qu'il y a un conducteur de travaux qui est salarié à la boîte. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui sont experts et qui suivent les chantiers. Mais bon, c'est payant. Après, sur ça, par contre, je ne m'en occupe pas du tout. C'est plus... Alors, est-ce qu'il y a des coûts cachés qu'on oublie lors d'une construction? Et moi, je me rappelle d'un coup où les hommes sont cons. Tu sais, je reproche aux femmes, mais les hommes sont cons des fois. Mais est-ce que toi, il y a un coût caché que... Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu entends par coût caché? Parce que c'est... Alors, moi, le coût caché, qui n'était pas caché, parce qu'ils sont cons, c'était l'enlèvement des terres. Et par exemple, quand les gens font des sous-sols où ils ont besoin d'un gros vide sanitaire, on expliquera après si tu veux ce que c'est qu'un vide sanitaire, il y a énormément de terre qu'on retire sur le chantier pour pouvoir faire les fondations. Tout à fait. Et quand tu dis aux gens l'enlèvement des terres, avec nous, il sera à peu près à 33 € le mètre cube, ça vous coûtera, je dis une bêtise, ça vous coûtera 7 000 €. Les mecs se disent toujours qu'ils vont pouvoir enlever 150 mètres cubes de terre. Ils pensent qu'ils en sont capables. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est 150 mètres cubes. Non, mais parce que je leur explique. Je leur dis, vous pouvez pas, monsieur. Je vous regarde, vous pouvez pas. Tu sais, le mec, limite, il t'envoie chier parce que lui, il peut tout faire. Et plutôt que de payer 7 000 € avec le constructeur, il se retrouve 1 an et demi après la construction avec toujours la montagne de terre. Ouais. Il ne sait pas comment l'enlever, il ne peut pas faire de terrasse. Et il se retourne à payer un terrassé qui lui prend pour 12 000 €. Ouais, tu as déjà vu ça? Ah, ça, j'ai déjà vu, mais je ne pourrais même pas te dire le nombre de fois où je l'ai vu, parce que ça m'est arrivé tellement de fois, parce que les gens, en fait, après, je les comprends sur un point, dans le sens où ils veulent faire des économies. On a beau leur expliquer, mais 150, j'ai déjà vu beaucoup plus. J'ai déjà eu des 300 mètres cubes, des 400 mètres cubes. Mais c'est vraiment énorme. Et quand vous n'êtes pas du métier, là, ça devient compliqué. En plus, on leur disait 1 mètre cube de terre, ça nous fera à peu près 40 brouettes. Donc on exagérait un peu pour leur faire comprendre. Ouais. Mais on vient de Marseille. Mais en exagérant comme ça, c'était pour leur faire comprendre, ils ne comprenaient pas. Ouais, non, mais j'ai compris. Donc, est-ce que toi, tu vois d'autres coûts cachés dans les constructions de maisons? Alors, de coûts cachés, c'est compliqué parce que justement, le but, en tout cas, moi, pour ceux qui me connaissent, en tout cas, moi, je suis franc, je suis direct. Ça passe ou ça casse. Au moins que je passe pas par 4 chemins. Mais après, de coûts cachés, je te dirais, là où j'ai déjà récupéré des dossiers et souvent, c'était pas indiqué, c'est le BT01. Et surtout en ce moment, le BT01. Ah oui, en ce moment, il va payer. Explique-leur ce que c'est que le BT01. Alors, le BT01, je vais mettre au tableau parce que c'est un peu plus compliqué. C'est une chose assez compliquée à comprendre en soi. Le BT01, c'est l'indice du bâtiment. En gros, c'est le prix des matériaux. Le prix du cuivre, de l'acier, du pétrole. Voilà, c'est vraiment tous les matériaux. C'est comme la bourse, ça fluctue. En ce moment, la guerre à Bondo, le BT01, il est monté. Normalement, en constructeur, quand vous signez un CCMI, le prix ne bouge pas. C'est-à-dire, à partir du moment où le CCMI est contresigné, le prix ne doit plus bouger. Sauf, il y a une chose, il y a le BT01. Le BT01, c'est quoi? Donc, ça se passe comme ça. Ici, c'est la signature contrat. Il y a le BT01. Normalement, le constructeur doit vous faire une provision. Nous, par exemple, là, aujourd'hui, on a eu ordre de notre direction. C'est la première fois que ça m'arrive. On doit provisionner 6 000 € à partir d'octobre. Donc, on doit faire une provision de 6 000 €. Ouais, c'est énorme. À l'époque, j'étais à 2 000 €. Quand je te dis à l'époque, c'était en juin. En juin, j'étais à 2 000 €. Donc là, on doit faire une provision. À 2 000 aussi. Voilà. Donc là, on doit faire une provision de 6 000 €. Donc ça, c'est juste une provision. Quand vous signez le contrat, et le contrat est contre-signé, à partir de là, il y a un indice qui est donné par l'INSEE, donc par l'État. Un indice, par exemple, c'est un exemple, un 30. Et entre-temps, vous allez arriver à ce qu'on appelle la signature notaire.
Donc, signature, notaire. Mais il peut se passer, je ne sais pas, 5 mois, par exemple. Pendant ces 5 mois, le BT01, il peut faire ça. Surtout qu'en ce moment, il monte. Donc là, vous allez arriver ici, il peut être à, c'est un exemple, hein, 1,35, l'indice. Donc cet indice-là, il est calculé par rapport à votre coût de construction. Donc imaginons, là on le calcule par rapport à votre coût de construction, ça va vous faire, je vous dis une bêtise, c'est un exemple, hein, 5 550 euros. Dans ce cas-là, les 5 550 euros, on vient piocher dans les 6 000 euros. Mais là, on a eu un record chez nous. Le client en a eu pour, on lui avait provisionné 4 000 euros et il en a eu pour 12 000 euros. Comment il fait? Il a eu son prêt, il a eu son financement, son permis, il a signé chez le notaire et là, il en a pour 12 000 euros. Comment il fait? Moi, je me Comment fais il pas. fait? Voilà, donc là, c'est très compliqué. En soi, le constructeur aussi, il faut savoir qu'il a impacté sur ce montant parce que les matériaux, il les paye, donc le pourcentage n'est plus le même. Donc normalement, ce que je vous conseille de faire, négocier et là, essayer de couper la poire en deux au moins. D'accord. Voilà, vous avez... Et une autre question. Est-ce que tu peux nous expliquer, avec l'aide de ton tableau, moi je trouve ça magnifique le tableau que tu as ramené, toutes les étapes de construction pour une maison, comment on paye, parce qu'on paye au fur et à mesure de l'avancée des travaux, et aussi nous parler des choses comme, je ne sais pas moi, ce qu'est un CCMI, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est qu'un CCMI. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, je vais d'abord commenter sur le CCMI. Le CCMI, c'est tout bête. On dit CCMI, c'est un contrat de construction de maison individuelle. Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus protecteur pour le client. Là, par exemple, j'ai eu des clients, moi, honnêtement, c'est un très bon profil. Ils sont passés par un artisan. Donc, c'est un maître d'œuvre, en gros, sans la dommage ouvrage. Sauf que les banques, ça n'aime pas. Voilà, les banques aujourd'hui. C'est pratiquement impossible de le faire financer. Et voilà, alors, à moins que vous ayez 60-70% en apport, là, à la rigueur, ça peut le faire, mais si vous avez que 10 ou 20%, c'est très, très compliqué. Donc, un CCMI, c'est un contrat de construction de maison individuelle. Comme je vous disais, c'est ce qu'il y a de plus protecteur pour vous, dans le sens où il y a toutes les garanties qui sont intégrées au CCMI. Donc, les garanties qu'on va retrouver, c'est la dommage ouvrage, la garantie décennale. Garantie décennale, c'est sur le gros œuvre, une garantie de 10 ans. Garantie biennale, la garantie de 2 ans, surtout le petit œuvre, et la garantie de livraison. Donc, c'est 4 garanties qui sont super importantes et qui sont intégrées dans le CCMI. Ensuite, un CCMI, tout simplement, c'est le contrat qui va faire un récapitulatif sur votre projet de construction, donc avec une notice descriptive, une annexe à la notice avec les modifications. Et souvent, vous pouvez joindre des devis terrassiers, des devis peinture, etc., si jamais vous voulez les mettre à votre charge. Et ce CCMI, c'est ce que vous allez présenter à la banque. Voilà pour le CCMI. Il y a des choses que tu conseilles aux gens de prévoir comme coût une fois qu'ils seront livrés. Par exemple, moi, je disais souvent, le portail, tout ça, il n'est pas livré par le constructeur. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des coûts que tu conseilles aux gens de prévoir au moment de la livraison de leur maison, parce qu'on va leur livrer une maison, mais il y aura des petites choses à payer autour, quoi. Exactement. Alors déjà, un CCMI, il y a 3 choses qui ne sont pas comprises dans un CCMI. Déjà, l'extérieur, je n'en parle même pas, parce que l'extérieur, ça, on n'y touche pas. Après, un constructeur peut tout faire en soi, mais je ne vous conseille pas, parce que la marge qu'il prend pour les prestations que vous voulez faire, ça ne vaut pas le coup en soi. Dans la formation, parce que dans la formation que je fais, je leur explique comment minimiser ça énormément, parce que j'ai été constructeur comme toi, et je sais qu'il y a un moyen pour vraiment baisser ce truc-là x3 ou 4. Donc, alors, c'est-à-dire baisser chez le constructeur ou le faire après par la suite? De le faire construire autrement par le constructeur, d'accord, pour faire baisser les coûts. Mais bon, ça c'est pour les gens de la formation, ça. Je te laisse terminer. Du coup, je disais, du coup, pour le... J'en étais où? Ouais, excuse-moi. Donc, du coup, pour la maison, il y a 3 choses qui ne sont pas comprises. Il va y avoir la cuisine. Ça, c'est à vous d'aller voir votre propre cuisiniste. La peinture et les revêtements au sol dans les chambres. Normalement, c'est les 3 prestations qui ne sont jamais comprises chez les constructeurs. Après, bien évidemment, vous pouvez tout retirer, c'est-à-dire le carrelage qui est compris de base, les sanitaires. Et même ça, moi, je le conseille parce que c'est des prestations, encore une fois, de base. C'est toujours mieux de le faire par la suite. En tout cas, esthétiquement, ça sera plus joli. Et surtout, ça vous reviendra beaucoup moins cher. Ensuite, donc c'est vraiment ces 3 choses-là. Ensuite, tout l'extérieur, ça aussi, c'est à prévoir parce qu'on va vous livrer votre maison. Si vous voulez faire une terrasse, la clôture, on ne s'en rend pas compte, mais ça monte très, 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 très vite. Les gens ne savent pas combien ça coûte de faire une allée de 10 mètres, pas en gravier, mais en béton ou en... ça va, c'est ça. Du portail à l'entrée du garage, les gens n'imaginent pas le prix.
Ça monte très vite, en fait. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Moi, sincèrement, ce que je conseille aux clients, en moyenne, alors après, ça dépend du client, ça dépend de la cuisine que vous allez mettre, etc. Mais en moyenne, une fois que la maison est livrée, je conseille entre 20 et 30 000 euros de travaux par la suite. Voilà, pour voir large, hein. Là. Oui, Après, non, mais voilà, après, des fois, je connais pas. Si vraiment vous avez des bons contacts, et moi, à mes clients, bien évidemment, je leur présente, à moins de 15 000 euros, déjà, je peux faire une cuisine, les peintures, le revêtement au sol, largement. Et puis, quand vous allez voir un bon constructeur, il va vous expliquer comment baisser le prix de tout ça. Ou sinon, moi, par exemple, je forme des gens, je leur explique comment baisser le prix de tout ça. Le problème, c'est qu'à l'époque, je ne faisais pas de formation et je voyais des gens se faire vriller, mais C'est vraiment. vrai? Faites un devis pour poser un portail sur une façade de 20 mètres. Vous allez Ouais, voir. ça monte Tu très, payes très le vite. portail 1000 euros, tu payes Exactement. la pose du portail 4000. Et en plus, souvent, parce que moi je leur expliquais, quand on passe les raccordements, comme il a dit au début du live, je leur expliquais tout le temps, mettez des fours au vide, tu sais, dans le raccordement. Oui, Je leur ouais, disais, bien sûr. mettez des fours au vide, parce Pour que la sonnette, la sonnette, exactement, l'électrification, la caméra. ils écoutaient pas, parce que tu sais, un four au vide, ça coûte combien? 20 balles, 25 balles. Moi, mon terrassier le met gratuitement. Comme il passe des fourreaux, c'est pas un petit fourreau Oui, qui va voilà. faire payer. Donc, Moi, j'ai même vu un mec qui en avait ramené, tu vois, parce qu'il s'est dit que, bon, voilà. Mais il y a des mecs qui les passent pas. Le jour où tu as fait tout ton truc et tout, et tu veux après mettre un portail électrique, tu es obligé de péter ton allée que tu as payé je ne sais pas combien pour pouvoir électrifier le portail. Donc, il n'était jamais électrifié. Là. Mais après, le but, c'est d'être bien conseillé. Oui, chacun choisit son conseiller. Quand je me baisse, ça veut dire que je lis les questions. Ne m'agressez pas, c'est juste que je. Pas de souci. Quels sont. Non, hop là. Elles sont. Attends, je vais prendre celle-là là. Comme ça, après, je vais continuer. Après. Quelle était la consommation énergétique de la RE 2012? C'est pas la RE 2012, c'est la RT 2012 et la La RE RT 2012, c'est ça. Ah ouais. On est quelle petit. est la différence de ratio entre la RT 2012 et la RE 2020? Je trouve que c'est une excellente question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la RT 2012 et la RE 2020, la classe énergétique était de A. C'est-à-dire les deux, on était en A. Maintenant, ce qui a changé, déjà le prix, en RE 2020, le prix des maisons a augmenté, a pris une augmentation déjà à partir de là, mais il y a des prestations qui se sont ajoutées. C'est-à-dire, par exemple, chaque maison, normalement, aujourd'hui, doit avoir des volets motorisés. Donc, des volets motorisés. Les coffrets des maisons, aujourd'hui, à l'époque, ils étaient, on voyait les coffrets à l'extérieur de la maison, juste au-dessus de la fenêtre. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Ils sont intégrés dans la maçonnerie. Les coffrets Titan, là. Voilà, coffret Titan, exactement. Je voulais pas perdre les gens en disant ça, mais c'est exactement ça. T'es sur un public de spécialistes ici, tu vois. Mais les gars, ils vous ont méprisé. Non, c'était chez des vrais, attention. Donc, donc en fait, c'est pour donc, il y a ça, et après, il y a par exemple le plancher aussi. Le plancher, il y a une épaisseur supplémentaire qui s'est faite au niveau du plancher, entre le plancher et le vide sanitaire. Donc, ça, en tout cas, chez nous. Après, chez les autres, par exemple, je sais que les constructeurs, eux, qui sont en briques rouges, je sais qu'ils ont un procédé, ils ont changé quelques trucs sur leur. C'est quoi un vide sanitaire? Est-ce que tu peux leur expliquer c'est quoi un vide sanitaire? Alors, un vide sanitaire, hop, on va repasser sur le tableau. En soi, un vide sanitaire, c'est tout bête, vous allez avoir votre maison. Je suis un super dessinateur, je ne sais pas si tu as vu. C'est bon. Donc là, vous allez avoir votre maison. Ensuite, un vide sanitaire, c'est ce qui se trouve en dessous de votre maison. Donc, c'est les fondations. Donc, vous allez avoir en fait des rangs de parpaings. Donc, vous en faites par exemple 3, 4. Et vous allez avoir les fondations. Un vide sanitaire, ça va vous permettre déjà d'avoir accès en dessous de votre maison. Si jamais un jour vous devez avoir un problème à vos canalisations, vous pouvez aller en dessous de votre maison pour avoir accès à ces canalisations-là. Un vide sanitaire aussi, c'est des fondations d'une maison. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. C'est la base. C'est la base pour la longévité de la maison, c'est les fondations. Ça, c'est très important. Ça, c'est déterminé par un bureau d'études. Donc ça, c'est vraiment important. Comment choisir son constructeur aussi? Choisir un constructeur qui a un bureau d'études. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en connais. En Ile-de-France, il y en a qui n'ont pas de bureau d'études. Mais la plupart n'en ont pas. Voilà, ils vous disent qu'ils ont un bureau d'études, mais ils n'en ont pas. Je peux vous assurer qu'ils n'en ont pas. Donc ça, c'est très important. Parce que, par exemple, même moi, ça va bientôt faire 10 ans que je suis dans la construction. Alors oui, je vais connaître les certaines natures de sol, mais un technicien, lui, c'est son métier. C'est son métier. Il va savoir quoi mettre sur la maison, s'il faut élargir la maison, s'il faut l'approfondir, s'il faut la surélever, s'il faut mettre, par exemple, des poteaux raidisseurs dans le parpaing pour solidifier la construction. Après, il y a différents types de fondations, les radiers, les micropieux. Après, là, j'extrapole.
Voilà. Je vais vous donner un petit conseil. Radier, c'est chaud. Micropieux, le budget il explose. Quand C'est ça. vous parle de micropieux, changer de terrain. Parce que Micropieux, en moyenne, c'est 30-35 000 euros. de fondation. Là, je vais sur une cliente qui a fait une belle affaire sur un terrain, il faut le dire, mais 30-35 000 euros de. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois que les gens font une bonne affaire sur un terrain, c'est parce qu'il faut des micropieux. En général, quand il faut des micropieux, tu as toujours fait une affaire sur le terrain. Ouais, Elle est quand même gagnante. Je précise, elle est quand même gagnante, parce qu'elle a acheté le terrain, elle a acheté 110 000 euros. Il y en a pour 35 000 euros de micropieux. Donc, il faut savoir que les frais de notaire descendent aussi sur les 110 000 euros. Et un terrain sur le secteur où elle est, ça vaut aux alentours de 200 000 euros. Elle est dans quel secteur, sans indiscrétion? Et courant dans le 95. Ouais, les terrains sont assez chers là-bas, c'est vrai. Et 110 000 euros le terrain, c'est pas mal. Alors, attends, on a quelques. Ah, alors, est-ce que chez vous, alors c'est parce que ça dépend des constructeurs, quand tu chiffres une maison, le prix du vide sanitaire, il est à part ou pas? Non, en fait, non, le prix, en fait, il va être déterminé avant la signature du contrat. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on appelle un 3 colonnes. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi aussi, Lionel. Donc, en fait, sur la première colonne, il va y avoir la partie technique qui est remplie par mon bureau d'études le jour de la visite technique sur le terrain. Et c'est lui qui va déterminer les fondations de la maison. Si vraiment il a un doute, c'est-à-dire en fait, le bureau d'études, lui, va faire des sondages de sol. Donc, il va descendre environ à 1,50 m, 2 mètres de profondeur pour voir la nature de sol. S'il a vraiment un doute sur cette nature de sol, il va demander une étude de sol de type G2. Donc, il y a l'étude de sol de type G1 qui est une reconnaissance des sols. Et l'étude de sol G2, ça reprend une G1 plus le type de fondation qu'il faut intégrer à votre maison. Et la G2, combien ça coûte? Parce que la G2, elle n'est pas gratuite. Alors, voilà, une G2, en moyenne, il faut compter aux alentours de 1 500 euros. Ça dépend par qui vous passez. La G2, je crois que c'est la seule chose que j'ai entendue, il n'y a pas eu d'inflation. C'était 1 500 euros à l'époque et c'est toujours 1 500 euros. C'est toujours 1 500 euros. Attention, j'ai vu des clients qui ont payé 2000, 2005, 3000. Après, si le mec il peut se rincer un peu sur le client, tu vois sa tête qu'il a de l'oseille, bah, tu lui prends. Quelle est la responsabilité du marchand de biens en cas de malfaçon? Alors, je vais répondre comme si c'était sur une maison. En fait, parce que la personne pense peut-être que c'est sur un live de marchand de biens. Quand vous passez par un CCMiste, le contrat de construction de maison individuelle fait que s'il y a une malfaçon, c'est le constructeur qui est responsable. Après, le constructeur, il a des assurances. Exactement. Mais je veux dire, si au bout de 2 jours, vous commencez à avoir des fissures ou vous commencez à avoir des robinets qui ne fonctionnent pas ou les toilettes, vous ne pouvez plus tirer la chasse, il y a la biennale pour ça, parce que ça, c'est des choses qui sont garanties par votre garantie biennale et la garantie de 2 ans. Si par exemple vous avez des fissures, là, c'est plus la garantie décennale. Exactement. Et la dommage ouvrage, est-ce que tu peux leur expliquer l'intérêt de la dommage ouvrage? La dommage ouvrage, par exemple, on va prendre le cas de Geoxia. Geoxia qui a déposé le bilan. Si demain, vous avez un constructeur qui dépose le bilan, vous avez commencé la construction et là, plus de nouvelles, plus rien, tout s'arrête. Et là, c'est la dommage ouvrage qui rentre en compte. Par exemple, la familiale, je sais qu'il y a des constructeurs qui sont en train, c'est les assurances qui s'occupent de tout ça, mais qui sont en train de racheter les chantiers pour terminer les constructions des clients qui avaient signé un contrat. C'est un avantage quand vous passez par un constructeur. Et par exemple, la moi aussi, cette association qui faisait chier quand j'étais constructeur, mais qui est aussi très utile pour les consommateurs. Sincèrement, oui. La moi, c'est AAMOI. C'est une association qui défend les gens qui font construire. Je les détestais, mais quand vous faites construire, c'est bien de les connaître. C'est très bien. Quand vous passez par un constructeur de maison individuelle, c'est que vous pouvez avoir votre maison. S'il fait faillite, il y a un autre constructeur qui va finir. En fait. T'as vu ça? C'est ça. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, ça se passe exactement comme ça. En fait, c'est pour ça qu'on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les banques, eux, veulent absolument un CCMI. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une banque va surveiller la solvabilité du constructeur pour savoir si c'est finance, si tout est bon, si tout est carré. Maintenant, voilà, c'est pour ça que c'est important de passer par un CCMI. Et combien de fois j'ai vu des gens passer par des artisans, plus de nouvelles, le chantier est à l'arrêt. J'ai vu des familles pleurer, revenir me voir, mais je peux absolument, moi, rien faire, sachez-le. Je pense qu'une fois par mois, tu as une femme, parce que les femmes ont beaucoup moins d'ego, elles viennent te dire qu'elles ont fait une connerie monumentale, ils viennent chialer et ils te demandent est-ce que on peut reprendre le chantier. Mais en fait, comme vous n'êtes pas passé par un CCMI, on ne peut pas reprendre le chantier. C'est ça, c'est là les assurances. CCMI, vous contactez la moi, l'assurance dommage ouvrage du constructeur, même s'il fait faillite, et il y a un autre constructeur qui va finir votre chantier. Alors comment ça se passe? Moi j'ai eu un ami,
qui a eu un constructeur, à l'époque, c'était le constructeur DTL. Je ne sais pas si tu l'as connu. DTL, ça me parle, mais... Ils ont fait faillite il y a quelques temps. Et lui, ils ont fait faillite à un moment où il lui restait plus grand-chose à faire. Et la je lui ai dit, vous avez le choix, soit on finit votre chantier, soit on vous donne telle somme. Et comme il y avait beaucoup plus d'avantages pour lui à prendre la somme et à prendre des mecs pour finir, il m'a dit, j'ai pris la somme, j'ai fini les petits trucs qu'il m'avait à faire, il lui reste à peu près 15 000, il a fait sa terrasse et son portail. Il m'a dit, ah, franchement, alors qu'eux, ils n'allaient pas me les faire, il n'avait pas pris la terrasse et le portail. C'est bénéfique. S'il y a des questions, mettez-les dans la boîte à questions, s'il vous plaît, je ne peux pas les voir là. Comment faire des voisins? Comment faire avec des voisins chiants pour l'obtention du permis de construire pour purger le recours des tiers? Alors, ça, c'est une bonne question, dans le sens où, quand vous avez un permis de construire, vous devez l'afficher. C'est-à-dire que vous avez votre permis de construire, vous allez le chercher à la mairie ou la mairie vous l'envoie, vous prenez le document et vous devez remplir sur un panneau. Le panneau, simplement, le numéro de permis de construire, votre nom, prénom, la surface plancher, la superficie du terrain, la hauteur au fêtage ou à l'égout. Vous devez indiquer toutes ces informations sur le panneau. Ce panneau, vous devez l'afficher devant votre terrain en faisant plusieurs photos et en prouvant que vous avez bien pris la photo ce jour-là. Vous avez 2 mois pour puger le recours des tiers. Donc, c'est 2 mois d'affichage. C'est quoi le recours des tiers? Parce qu'il y a des gens qui Alors, le recours des tiers, c'est par exemple, si vous avez un voisin chiant ou con, il peut poser un recours. Alors, attention, maintenant, aujourd'hui, il y a eu tellement de recours abusifs que si le voisin dit, voilà, je ne veux pas de la construction parce que je vais voir un mur, tant que vous avez respecté le PLU, la réglementation de la commune, il n'y aura pas de souci. Mais c'est toujours embêtant. Voilà, ça fait perdre du temps, en fait. Et puis, souvent, les voisins vous menacent de poser un recours, mais un recours, c'est pas gratuit, il faut payer. Et quand ils arrivent, il faut payer, ben là, finalement, juste, il vous fait chier, mais il ne fait pas le recours, parce qu'il ne veut pas payer. C'est une raclure. Parce que ce voisin-là, c'est une raclure, en général. Donc, moi, combien de fois, après, j'explique dans la formation comment filouter ça, de manière légale, mais il y a des filouteries. Et des fois, je le dis, j'ai eu des voisins qui ne voulaient pas que je fasse mon recours. Tu sais, tu vois sa tête, tu sais qu'il ne va pas aller payer les 200 et quelques. Oui, bien sûr, il y en a, oui. Donc voilà. Bonjour, j'ose espérer que vous allez bien, merci. On va bien. Alors, je n'ai pas combien la question. Vous savez à peu près combien peut revenir la construction d'une maison avec de vrais matériaux, en évitant le placo? Alors, est-ce qu'il y a des constructeurs aujourd'hui qui ne construisent pas en placo, mais on va dire avec du carreau de plâtre? Ça existe encore, ça? Alors, ça doit exister, sincèrement. Sur ça, nous, en tout cas, c'est avec du placo. En carreau de plâtre, ça, je ne sais pas du tout. Ça doit exister, hein, je pense, oui. Le prix, en tout cas, doit être bien différent. Ça doit tripler le prix. Ah, je pense. En tout cas, nous, on ne le fait pas, même sur demande, ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des constructeurs qui doivent le faire, oui, effectivement. Non, mais... S'il y a le budget qui suit, il n'y a pas de raison. Il y a quelqu'un qui a posé la question parce qu'il a dû avoir une mauvaise expérience avec le placo. Parce qu'il y a plusieurs sortes de placos. Il y a le placo isophonique aussi, parce qu'il y a des fois des placos où on entend. Si la maison est bien isolée phoniquement, vous n'avez pas de problème. Et puis il y a aussi un placo spécial. Comment il s'appelle le placo spécial? Le placo style. Placostyle, c'est ça, placostyle, ouais, c'est ça. En fait, il y a différents types de placos. Il va y avoir le placo hydrofuge qu'on va mettre dans les pièces d'eau. Donc, par exemple, dans une cuisine, dans un WC, dans une salle de bain ou une salle d'eau. Et vous allez avoir le placo. Après, vous avez différents types de placos. Donc, placostyle, par exemple, le placostyle, c'est un placo qui va faire à peu près 8 cm d'épaisseur avec une laine de verre au milieu. Donc là, c'est un gain en fait phonique. Voilà, pour tout ce qui est bruit sonore, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est pour on entend moins. Exactement. Franchement, moi j'ai été dans une maison qui avait été faite en placo style plutôt qu'en placo normal. C'est hallucinant à quel point elle est silencieuse, la maison. Elle est vraiment silencieuse. C'est un petit peu, et c'est pas énorme. Alors, pour une maison environ, je vais donner un prix, hein, pour une maison de 110 mètres carrés, en tout cas chez nous, on va être aux alentours, rez-de-chaussée, étage, aux alentours de 1000-1100 euros. C'est pas, oui, en plus, en plus-value. C'est pas. Voilà, donc si vous voulez, plutôt que d'aller mettre du carreau de plâtre qui va vous coûter 3 fois plus cher et le placo de plâtre n'est pas forcément plus isolant phoniquement. Ouais, complètement. Donc autant mettre du placo style. Alors attends, il y a encore des questions. Je crois que cela vous intéresse. Alors hop là. Excusez-moi parce que je lis. Hop là. Du coup, quel est le prix d'une construction? Alors, du coup, quel est le prix d'une construction d'une maison se basant sur une superficie d'à peu près 90 mètres carrés en moyen standing? Combien ça se
Bah, 4, alors là, je n'ai pas mon ordinateur sous les yeux, je ne connais pas les prix parce qu'ils ont tellement changé. Je te jure, hein, Lionel, sur vraiment les 2, 3 derniers mois, tous les 3 mois, il y a une augmentation. Aujourd'hui, chez les constructeurs, alors qu'à l'époque, c'était une fois dans l'année. Aujourd'hui, un 90 mètres carrés habitable, on va être aux alentours sur un prix, aux alentours de 100 prix de base, aux alentours de 140 000 euros, pratiquement. Alors, et il faut savoir qu'il y a quand même il y a toujours des coûts. Hein, il y a toujours des coûts. Hein. Je veux dire, les mairies vont vous demander un enduit projeté, un enduit gratté. Et Un même enduit gratté. l'enduit gratté, c'est le plus beau, ça coûte 2 000 3 000 balles en plus. Vous allez C'est avoir 1000 euros. C'est 1000 euros en plus. 1000 euros en plus. Il y a Ouais. la tuile qui va vous coûter plus cher. Donc, faut compter. Franchement, pour moi, je pense qu'il faut compter 150 hein, pour une maison. Bah, après, ça dépend. En fait, ça dépend des communes. Toujours, oui et non. En fait, si vraiment nous on a bien pris le PLU en compte, mon bureau d'études aussi, normalement, il n'est pas censé avoir des surcoûts. Après, des fois, on a des surprises. Les mairies, c'est même pas indiqué dans le PLU. Ils vous imposent des choses qui ne sont même pas écrites. Ben, ça, malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Mais en moyenne, oui. Après, ça dépend. Si vous êtes dans un secteur bâtiment de France, alors là, même le prix peut exploser. On peut même arriver sur un 90, 95 mètres carrés à 150, 160 000 euros facile. Facile. Attends, je continue parce que là, essayez de meubler parce que je vais leur écrire un message. Posez vos questions dans la boîte SVP. Hop là, et je vais épingler le commentaire. Voilà, pour qu'ils puissent poser leurs questions dans la boîte parce que je ne vais pas répondre si vous les mettez là. Hop là. Quels sont les critères d'une entreprise de construction pour qu'elle puisse finir un CCMI? Alors, franchement, pour pouvoir, parce qu'en fait, c'est comme si un artisan il voulait pouvoir proposer des CCMI à leurs clients. Est-ce que tu sais les critères? Parce que c'est quand même assez costaud. Je suis désolé, je n'ai pas entendu la question. Tu peux me la répéter? Quels sont les critères pour qu'une entreprise puisse pouvoir proposer des CCMI? Autrement dit, un artisan qui veut pouvoir proposer des CCMI à ses clients. Bah derrière, en fait, ça va être répétitif hein, sur ce qu'on a dit, mais c'est d'avoir vraiment toutes ces garanties qui forment le CCMI. Ça, c'est vraiment important. Donc, toutes ces garanties, c'est-à-dire toutes les assurances derrière qui suivent cet artisan. C'est la base. Big up à Mehdi, attends qu'il nous passe un bonjour. Salut Mehdi. Ah, Mehdi, il est là. Frérot à Marrakech, pas besoin de toiture en pente, ni de gouttière. Il pleut pas. Merci Mehdi, si c'était pour nous dire ça. Toujours avec son Marrakech, il ne le lâche pas. Mais il a raison, il est au soleil. Il a raison. T'as raison, Mehdi, profite, t'as déjà séché dans ta vie. Parce que Mehdi, en fait, il a fait le même métier, un peu le même métier que moi. Moi, j'étais à la RATP, lui, il était à la SNCF. Donc, on a vécu les mêmes galères. Donc, Mehdi, profite. Et profite même pour moi. Aujourd'hui, ils sont millionnaires, donc ça s'applaudit, vraiment. Ça dépend de quelle devise. Mais bon. Et puis, ça dépend des moments. Des moments, tu as de l'oseille, et puis des moments, ton argent, il est dans des appartements, donc tu n'as pas d'oseille. C'est ça. C'est le jeu. Du coup, pour l'artisan, donc oui, il faut vraiment qu'il y ait toutes ces garanties, toutes ces assurances qui suivent l'artisan en question. Donc, c'est la base pour qu'il puisse vous proposer un CCMI. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il vaut mieux le coup d'investir dans une maison déjà faite ou dans une maison à faire construire? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Moi, j'ai ma réponse. En soi, on m'a posé cette question tellement de fois et ça peut être du 50-50, ça dépend de ce que vous trouvez en soi, parce qu'il peut y avoir des super affaires dans l'ancien avec de la rénovation, il peut y avoir des super affaires dans la construction. Maintenant, si vraiment on prend point par point, je vais vous sortir beaucoup plus de points positifs dans la construction que dans l'ancien. Notamment, c'est que la première chose, ça va être les gens qui sont éligibles au prêt à taux zéro. Donc ça, dans la rénovation, vous en avez, mais c'est plus compliqué, on sait comment ça se passe. Donc les gens qui sont éligibles au prêt à taux zéro, ça, c'est un point. Excuse-moi, j'allais proposer plutôt un autre argument en faveur de la construction. Il y en a d'autres, hein, j'allais venir. C'est surtout celui que je vois, après je te laisserai déployer les autres. Dis-moi. Quand vous avez acheté une maison que vous avez fait construire, le coût d'entretien de la maison, c'est pas le même. C'est exactement. Je te laisse développer. C'est ça. Donc, un deuxième point positif. Le troisième, on en a parlé tout à l'heure, c'est la classe énergétique de la maison. Parce qu'en termes de facture, ça ne va pas être la même qu'une maison que vous allez acheter dans l'ancien. C'est-à-dire en termes, on voit aujourd'hui, l'électricité coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, pareil, le gaz. Nous, aujourd'hui, on ne fait plus de maison au gaz en RE 2020. Ça, il faut le savoir. Si par exemple, demain, tu viens me voir Lionel, tu veux une maison au gaz, je ne le fais pas. Moi, je vais vous dire une chose. Le scandale, j'en ai rien à foutre, je le dis.
ils ont poussé les gens à faire du chauffage au gaz. Parce que c'est vraiment les gouvernements. Oui. Moi, je m'en fous. Vous pouvez faire sauter mon Instagram. Vous êtes une bande Il a pas peur. d'incapables. Franchement, c'est parce que le peuple, il ne peut pas vous gifler. Ils ont forcé les gens à faire des chauffages au gaz pendant des années. C'est vrai. Pendant Ouais, des exactement. années, ils ont demandé aux gens de faire des chauffages au gaz, d'arrêter Ouais, des l'électricité. choses. Et maintenant, ils disent quoi? On ne fait plus de chauffage au gaz. Exactement, ouais, ouais. C'est pas conforme en tout cas à la RE 2020. Ouais, exactement. Alors Donc maintenant, après, vous faites quoi les dans gens la RE peuvent. 2020? Comment? Vous faites quoi maintenant dans la RE 2020? Alors, aujourd'hui, la RE 2020, il y a 2 systèmes de chauffage qui vont être vendus. Ça va être la pompe à chaleur RO et la RR. C'est quoi les Donc la RO, donc la RO, c'est simple, hein, c'est les radiateurs qui sont chauffés grâce à l'eau. Et la RR, en fait, c'est. Alors, il y a 2 types de RR. C'est gainable ou sinon sous forme de split, qui va faire chauffage et climatisation. Et donc, on ne peut plus mettre du chauffage électrique normal? Non, chauffage électrique, non. Aujourd'hui, non. Mais ça, le prix s'envolait alors le prix de la construction parce que Ah bah il a acheté. Moi à l'époque, j'ai des maisons là en l'espace vraiment de. J'ai des clients qui sont revenus me voir en l'espace de vraiment aller 5-6 mois. J'ai dû prendre vraiment 15-20 000 euros, mais vraiment. En 6 mois, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Il y a quelqu'un qui dit le gaz hybride arrive. Alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais moi je ne connais pas. C'est pas, ouais. D'ailleurs, je crois que c'est mon collègue d'ailleurs en plus. Ah bah, c'est mon collègue. Pour le collègue, explique voilà. ce que c'est. Tu sais ce que c'est ou pas? Alors, pour le moment, non, justement, on n'a pas d'infos dessus. En tout cas, j'en ai entendu parler. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le temps qu'ils le mettent en place, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit concernant la dommage-ouvrage uniquement en cas de faillite, et si le mec décide de ne plus venir mais qu'il continue à exercer sur d'autres chantiers? Ça, c'est impossible si tu as pris un constructeur de maison individuelle. Oui, c'est pas un artisan que tu as fait venir chez toi pour refaire ton carrelage. Un constructeur de maison individuelle, il va finir ton chantier. Ça n'existe pas un constructeur de maison individuelle qui n'a pas fait faillite qui arrête le chantier. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Sébastien. Non, jamais. Jamais. Alors, faut-il une autorisation des voisins pour commencer les travaux concernant les véhicules de chantier qui passent sur le chemin et qui desservent plusieurs maisons dans la future construction? Alors, non. Je te laisse répondre, en fait. Est-ce qu'il faut une autorisation des voisins pour commencer ton chantier? Alors, ça dépend comment est fait le terrain. En fait, si c'est un lot avant, vous rentrez directement sur votre terrain. Non, il n'y a pas besoin d'autorisation du voisin. Il y aura, si vous êtes votre maison est implantée en limite séparative, oui, il y aura peut-être besoin d'une autorisation pour qu'on puisse faire l'enduit sur le pignon de la maison. Donc, le pignon, c'est le côté de la maison. Là, il y aura besoin d'une autorisation. Maintenant, si vous avez un chemin d'accès, c'est un chemin d'accès qui est une servitude qui dessert plusieurs lots. Là, dans ce cas-là, oui, il y a besoin d'une autorisation et surtout, il faut le protéger, ce passage. Donc, il faut mettre un accès chantier et mettre protection trottoir aussi pour éviter justement que les camions dégradent de chemin. Et sachez que dans plusieurs cas, il faut une autorisation des voisins, mais dans plusieurs cas, le voisin n'a pas le droit de refuser aussi. C'est pas juste, il faut qu'ils disent oui. Il y a plein de cas où le voisin, il n'a pas le droit de refuser. Par exemple, si Exactement. pour que vous puissiez faire le revêtement de votre opinion, comme il a dit, donc si c'est une maison qu'on appelle une maison en limite séparative, pour ceux qui connaissent le PLU, les limites séparatives, c'est l'article 7. Donc, vous allez... Exactement. J'ai un module PLU. Donc, toi, tu vois que dans ma formation, je suis là, je leur dis... Excuse-moi, je croyais que c'était juste marchand bien, excuse-moi. Mais dans ma formation de marchand bien, j'explique comment on fait de l'oseille avec la construction de maison. Là, on leur explique comment on fait de la construction de maison. Je parle aux gens de la formation et à la team gratuite. Et quand je suis dans la formation, la team gratuite n'est plus là. Je leur explique, avec tout ce que Sébastien vous expliquait, voilà comment on fait l'oseille. Ouais. Donc, si votre maison, le côté de votre maison, c'est le pignon, et pour faire le revêtement, on est obligé d'aller chez le voisin pour faire le revêtement de votre maison, disons le crépi. Exactement. Il n'a pas le droit de refuser. Il se débrouille, il vous donne un accord et tout, mais parce que vous devez livrer la maison, et la maison doit être livrée avec l'enduit. Avec l'enduit, c'est ça qui va donner de l'étanchéité au parpaing, tout simplement. Voilà, il y a quelqu'un qui dit le droit à la tour. Voilà. Oh merde, ça s'est passé. C'est le droit à l'échelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a quelqu'un qui l'avait mis et c'est exactement ça. Le droit, pardon, j'ai pas. Attends, je vais essayer de retrouver le truc parce que ça a un nom, ce droit. Cela s'appelle le droit au tour d'échelle. Voilà, oui, c'est ça, le droit au tour d'échelle. C'est le nom que ce droit a. J'avais pas le nom, mais je l'avais plus le nom, mais c'est exactement ça. Donc, je crois qu'on a posé toutes les questions. Ah non, je crois qu'il y en a une nouvelle. Quel est le type de maison le plus demandé? Ça dépend vraiment de la
C'est le goût et les couleurs, là, j'ai envie de dire, hein. Là, par exemple, le dernier client que j'ai eu, c'était samedi. Il m'a demandé carrément une maison toit plat. Une maison toit plat en S carrément. Donc, Non, mais je pense c'est. que c'est plus les maisons avec 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, mais ça dépend des Ah, villes. pardon, autant pour moi. J'ai mal saisi la question. Euh, Ça aussi, ça varie. Allez, peut-être le plus souvent, peut-être en 3 chambres. Peut-être, j'ai envie de dire, de 3 ou 4 chambres en maximum. Il y a Magid qui parle de la TLE, et je pense qu'on va finir avec la TLE. Mauvaise nouvelle, mais on va en parler. Je crois que ça a changé de nom, ça s'appelle plus la TLE, la taxe locale d'équipement. Alors, ouais, alors après, oui. Est-ce que ça a changé? Alors, attends, j'ai À plus le l'époque, nom. c'était la TLE. Peut-être ça a changé de nom, peut-être pas. On va l'appeler la TLE, comme ça les gens vont comprendre. Comment? On va l'appeler la TLE, comme ça les gens vont comprendre. Alors explique-nous, c'est quoi la TLE? Tu J'arrive m'entends? plus à t'entendre. Ouais, j'arrive. Tu m'entends? Moi, je t'entends, mais toi, tu m'entends ou pas? Coupe ton live et reviens, s'il te plaît. Hop là. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez, parce que moi, j'ai l'impression de bien vous entendre. Mais dites-moi si on t'entend. Envoyez-moi des trucs pour me dire si on m'entend ou pas. Parce que moi, je vous entends, mais... hop là. Voilà, donc vous m'entendez, c'est bien. On va essayer de le reprendre. Ah, c'est dommage, on avait fait un bon petit live. Hop là. Refais-moi une demande. Voilà, c'est bon, t'es descendu. Hop là, maintenant, il m'a refait une demande. J'essaie de le faire refaire monter. Hop là. Allez, il nous reste 7 minutes. Voilà, il est revenu. C'est bon. On n'est pas obligé de Autant pour recommencer moi. le live. Alors, Du coup, la TLE. TE, donc la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, Non, non, en la soi, TLE, pas la taxe d'aménagement. On va y venir après la taxe d'aménagement. La TLE. En fait, c'est quand tu vois, quand on fait construire, on n'a pas de taxe foncière au départ. oui. Et c'est remplacé par la TLE, tu sais, la taxe qui fait quand on se raccorde au truc et tout. Alors, la TLE, en fait, il y a justement, j'allais venir, en fait, il y a une taxe d'aménagement, il y a la taxe archéologique et il y a la taxe de raccordement au tout à l'égout. Voilà. Donc, en fait, il y a ces 3 taxes. J'allais y venir. La première, en fait, je parle de la plus importante et la plus grosse, c'est souvent la taxe d'aménagement. Et là, par exemple, j'ai une surprise d'un ami à moi. Là, aujourd'hui, j'ai fait énormément de construction dans la commune de Persan. Je ne sais pas si tu connais, je pense que oui. Oui, non 95. Exactement. Donc, du coup, j'avais déjà fait des constructions. Les clients avaient payé une taxe d'aménagement aux alentours de 3 000 à 4 000 euros. Lui, donc sa maison est légèrement un peu plus grande. Aujourd'hui, il se retrouve avec une taxe d'aménagement à 9 000 euros. J'ai déjà payé une TLE à 9 000 euros, donc je pense que je sais de quoi il parle. Et Ah ouais. alors, la TLE, pour leur expliquer, elle est calculée sur quoi? La surface planchée. Alors, ouais, la TLE, elle va être calculée vraiment sur la surface planchée, sur les stationnements des voitures aussi. C'est-à-dire si vous avez 3-4 places de stationnement, c'est pris en compte. Si vous avez une piscine également. Ah, je ne savais pas parce que j'ai jamais construit de piscine. Peut-être bientôt. Non, c'est pour Mehdi les piscines. Lui, il est là où on peut. Ah, ouais, c'est pour Mehdi, ouais, c'est vrai. Ouais, donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, chaque commune, alors c'est même, ouais, chaque commune a, même des fois, une commune peut être divisée en plusieurs zones. Et dans la zone où vous vous trouvez, vous êtes taxé. En fait, vous avez une taxe régionale, départementale et communale. Et tout ça, en fait, là, ça va vous donner un prix, tout simplement, que vous devez payer. Donc, vous êtes exonéré de taxes foncières, c'est-à-dire pendant 2 ans, mais vous devez payer cette taxe. Vous avez 2 ans pour la payer. Attention, le sous-sol est taxable. Oui, parce que c'est la surface plancher. Et exactement. Le plancher du sous-sol, dans le sous-sol, il y a un plancher. Donc, le sous-sol est taxable. C'est pour ça que j'ai bien dit, c'est avec l'emprise. J'avais dit le nom, là, vous me faites bégayer. En fait, avec l'emprise en fait, de la maison, ça va être vraiment la surface du plancher. Comme dans le sous-sol, c'est ça. C'est un petit exemple. Je vais donner mon exemple. C'est un cas qui m'est arrivé. J'ai fait une construction. Donc là, moi, je fais un achat-revente dans le 95. J'avais fait un permis de construire avec un toit 4 pans. Et au final, je me suis dit, mais non, autant je peux monter en hauteur, autant bénéficier et faire un comble aménageable. Donc, du coup, ils m'ont renvoyé de la taxe. Ça, ils n'ont pas oublié. Et j'ai payé 2 000 euros en plus pour les combles. Voilà, de 2100 euros de mémoire. Alors, on a la taxe archéologique, vas-y. Alors, la taxe archéologique, c'est une taxe. Alors, celle-là, elle est vraiment minime en soi. Au maximum, ce que j'ai déjà vu, ça va être 500, 600 euros. Ce que j'ai vu, c'était 300 balles. Ouais, je crois que j'ai déjà vu 600 euros. En gros, si vous voulez, en fait, c'est des études qui ont été faites en amont sur votre terrain, s'il a été pollué ou autre, ou s'il n'y a pas.
un fameux trésor, par exemple. Non, Donc, en général, il n'y a pas le trésor, mais tu payes comme ils l'ont retiré. Et la taxe de raccordement tout à l'égout, on va finir avec celle-là. Hein. Alors, la taxe de raccordement tout à l'égout, pareil, en fait, dès que vous vous raccordez au tout à l'égout de la rue, donc on en parlait tout à l'heure sur la viabilisation c'est de la rue à l'entrée de votre terrain, et ben, une fois que vous avez terminé votre construction, vous allez payer une taxe sur le tout à l'égout. Alors ça, par contre, c'est pas dans toutes les communes. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des communes où vraiment tu n'en payes pas. Moi, par exemple, là où j'ai fait construire, je n'en paye pas. Oui, en général, plus les communes sont chères, plus elles taxent. En fait, c'est pour, parce que c'est un peu politique, c'est pour avoir une certaine population. Quand ils vous font le rendu le plus cher, la tuile la plus chère, ils vous forcent à faire un sous-sol parce que les sous-sols coûtent cher. Ils vous font payer une taxe d'aménagement assez chère, une TLE. En fait, c'est pour être sûr que les gens qui viennent habiter, ils ont un certain niveau de vie. Et puis aussi, ça renfloue les caisses. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a demandé la différence entre la carèse et la taxe, la surface plancher. La carèse, c'est surtout pour les copropriétés déjà, à la base. Et c'est un peu long à expliquer, c'est pas l'objet J'arrête ma vidéo. Du live, parce que il est 20h57, on a fait... Non, mais il n'y a pas de souci, hein, si tu as d'autres questions, tu peux y aller. Attends, j'en ai encore quelques-unes. Alors, est-ce qu'on peut demander au constructeur de faire juste les grosses œuvres et faire le reste soi-même, à hors d'ordre? Alors oui, il y a des constructeurs qui font par exemple du hors d'ordre, ce qu'on appelle, je pense que c'est ça la question. Il y en a qui le font, mais aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette RE 2020 aujourd'hui qui rentre en compte. Nous, par exemple, à l'époque, on le faisait après 2012. On n'aimait pas trop, mais on le faisait. Aujourd'hui, notre direction nous a dit d'arrêter. Donc là, aujourd'hui, on ne fait plus de hors d'ordre, mais il y a des constructeurs qui le font et vous pouvez terminer votre construction avec des artisans par la suite. N'écoutez pas Mehdi, qui vous dit faites des 250 mètres carrés habitables et envoyez un formulaire comme quand vous avez fait 90 mètres carrés. Ça, c'est le meilleur moyen pour que la mairie puisse te démonter, de détruire ta maison. T'as jamais la conformité. Le constructeur, ça, il ne peut pas. Oui, non, la déclaration sur le certificat. On avait bien compris que c'était du second degré. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit, franchement, il a dit vous deviez parler du déblocage des sommes au fur et à mesure de l'avancée du chantier. C'est vrai. Ouais, alors après, chaque constructeur a des CCMI qui sont différents. En fait, il y a des constructeurs, mais qui vont vous prendre en fait un acompte à la signature du contrat. Moi, par exemple, je n'en prends pas. Mais il y a des constructeurs qui peuvent vous prendre 5% ou qui peuvent vous prendre un acompte de 5 000 euros à la signature du CCMI. Ensuite, une fois que vous faites l'ouverture du chantier, eh ben, il y a des déblocages de fonds qui vont se faire au fur et à mesure de la construction. Donc, c'est des étapes super importantes. Par exemple, la première étape, ça va être le terrassement. Ensuite, ça va être les fondations, hors d'eau, hors d'air, les poses des menuiseries, etc. C'est bien, mais en plus, il l'a mis. Bien, exactement. Donc, ça va être ça. Et à chaque étape, en fait, vous allez avoir des déblocages de fonds que le constructeur va vous envoyer. Donc, vous devez signer ce déblocage de fonds, l'envoyer à votre banque pour qu'il puisse faire le virement directement au constructeur. Sauf que moi, j'ai une banque qui m'a viré directement les fonds sur mon compte courant. C'est incroyable, c'est très rare, mais c'est encore possible. Sur mon compte, directement. Personnel? Oui, exactement. Ah, je t'assure, oui. Mais c'est toi qui construisais? Oui, c'est moi qui construisais. Ah oui, moi je crois que c'était un client. Ah non. Ah oui, bah non, précise. Pour moi. Non, c'est pour ça que j'ai dit pour moi. Ah oui, quand t'as dit oui, parce que moi je me suis dit. Non, un client a payé, là, pour tomber sur son compte perso, c'est quoi cette histoire? Non, tu me rassures. On allait passer pour des voleurs, là. Non, c'est. Quand lui a voulu faire construire sa maison. C'est ça. Donc bah là, on a tout posé, ça y est, on a vraiment posé toutes les questions. Franchement, mettez des likes pour Sébastien constructeur. Vous partez pas sans mettre de likes, déjà. Et après, aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Instagram. Il poste des maisons qu'il a fait. Et puis, je fais aussi un peu aussi l'investissement. C'est bon à savoir aussi, dès avant, dès après. Et puis aussi, n'hésitez pas, là, si vous voulez faire construire, n'hésitez pas. Et franchement, mettez-lui un maximum de likes. Redonne ton Instagram, là, pour qui tu travailles et tout. Vas-y, on y va. Tout simplement, c'est Sébastien Constructeur. Donc, sur Instagram, je travaille aujourd'hui pour Maison Sésame. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Avec plaisir, je vous ferai partager ce que je fais au quotidien. Alors, on te remercie, Sébastien. Merci à toi. Un message un peu plus personnel. Les gens qui m'appellent tout de suite après le live, ne m'appelez pas parce qu'il faut que je le reposte en ligne. Ça va prendre une dizaine de minutes. Donc, je vais vous appeler. D'accord? C'est un petit message perso, ça. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent et si ils m'appellent trop tôt, je perds le live, je ne peux pas le reposter. Donc, franchement, c'était un super live, Sébastien. Tu as beaucoup apporté. Merci beaucoup. Franchement, je ne pensais pas que tu allais être aussi précis. Tu as ressorti le tableau et tout. Vraiment, j'ai kiffé.
Ouais, bon, bah, C'était tant un mieux. vrai plaisir. Et je vous dis à Avec tous plaisir. à bientôt. À bientôt. Pour cette aventure dans les lives de l'immobilier. Bye.